à toutes et à tous, bienvenue pour cette première table ronde dans le cadre de l'Innovation Week. Ici, donc à la Loco Numérique, première table ronde de la journée, on va parler de l'externalisation informatique. De plus en plus d'entreprises, de collectivités ou autres font le choix d'externaliser, parfois avec succès, parfois avec des échecs aussi, parce que si ce n'est pas bien préparé, forcément, eh bien, on se plante. Et donc, pour en parler, pour comprendre comment réussir son externalisation. 4 invités et 4 intervenants ici pour cette première table ronde. Olivier Denis, responsable communication pour Envolis. Frédéric Cadalin, directeur financier du groupe Huguet. Jacques Foucault, expert en sécurité et consultant en système d'information. Et puis également Vincent Pueyo, responsable des systèmes informatiques pour la SEML, Saint-Jean Activité. Voilà. Donc 4 invités. Olivier Denis, donc Envolis qui est une entreprise qui gère les services d'ingénierie, d'infrastructure, etc., qui accompagne notamment les entreprises pour les projets d'externalisation. Jacques Foucault, vous accompagnez aussi justement ces entreprises. Vous allez pouvoir nous expliquer un petit peu comment ça se passe. Et puis vous, Frédéric Cadin et Vincent Pueyo, avec vos deux, on va dire, entreprises de secteur. Vincent Pueyo, donc je le disais, Saint-Jean d'Activité, c'est le Palais des Congrès de Saint-Jean-de-Mont, tout simplement, avec le pilotage informatique, multimédia, téléphonie, etc. Et Frédéric Cadalin, donc directeur financier du groupe UG, pour donc l'accompagnement dans la conception, la mise en œuvre, la maintenance des équipements industriels. On va comprendre concrètement comment, avec vous, l'externalisation est une réussite. Voilà. Mais alors, première question, peut-être tout simplement pour arriver peut-être à comprendre, pour ceux qui nous regardent sur le Facebook Live et ceux qui sont ici évidemment dans la Loco Numérique, l'externalisation, quand on dit externalisation, c'est quoi ? Olivier Denis. Alors, en quelques mots, l'externalisation, ça consiste à confier à un prestataire externe la gestion partielle ou complète de son système d'information. Alors peut-être pour compléter, en France on appelle ça l'infogérance. L'AFNOR a d'ailleurs défini ce que c'était que l'infogérance. C'est le fait effectivement d'externaliser tout ou partie de ces services informatiques sur une base contractuelle pluriannuelle avec une période en année, 2, 3, 4 ans, sur la base d'un forfait aussi, et enfin avec un niveau de service qui est négocié dans le cadre du contrat. Donc c'est pas juste de la sous-traitance. Absolument pas. Ce qu'on pourrait l'imaginer en se disant, voilà, on externalise une partie des choses, donc c'est de la sous-traitance. Absolument pas, non. Il y a un service qui est clairement détaillé et les deux parties savent quels sont les devoirs et les obligations des uns et des autres. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on externalise ? Qu'est-ce qu'on peut externaliser pour une entreprise, pour une collectivité ? Qu'est-ce qu'on peut proposer dans l'externalisation ? Dans l'externalisation, en fait, il y a 3 types d'externalisation, s'il fallait schématiser. Il y a l'externalisation des infrastructures techniques, qui peuvent aller jusqu'à prendre les infrastructures techniques et aller les déposer dans un data center qui appartiendrait au prestataire. Il y a un deuxième type d'externalisation, c'est l'externalisation, on appelle ça donc l'infogérance applicative. Donc vous avez une application comme la messagerie, c'est très tendance en ce moment. La messagerie, vous l'avez hébergée chez vous, et là vous allez chercher un prestataire qui peut l'héberger et la gérer bien sûr. Et puis le troisième volet, c'est l'infogérance de service, c'est-à-dire que vous ne voulez plus vous soucier de l'exploitation de votre système d'information, de votre réseau, et vous confiez ça à un tiers. Et le terme employé aujourd'hui, ça s'appelle des services managés. Donc ça, en plus, on va pouvoir en parler et comprendre un petit peu dans cette table ronde ce que c'est, comment ça fonctionne. Peut-être simplement aussi, qui ça concerne en fait ? Qui cherche à externaliser ? J'ai parlé d'entreprise, j'ai parlé de collectivité. Les profils sont très variés pour le coup. Alors oui, effectivement, ça concerne vraiment tout type d'entreprise, tout secteur d'activité confondu. Pour les plus petites structures, petites et moyennes entreprises qui n'ont pas de ressources en interne, ça va leur permettre de bénéficier en fait d'une expertise informatique et de sécurité sur ce volet-là. Et pour les plus grosses structures qui, elles, sont effectivement capées et qui ont les ressources internes, ça va leur permettre en fait de se focaliser sur leurs enjeux métiers et se positionner sur des enjeux stratégiques plus importants. Alors, pardon, je vais me tourner vers ceux qui sont clients, ceux qui utilisent justement l'externalisation. Pourquoi avoir fait le choix d'externaliser ? Frédéric Cadalin, je vais me tourner vers vous tout d'abord. Je le rappelle, vous êtes directeur financier du groupe Huguet. Pourquoi l'entreprise a fait le choix justement d'externaliser ?
En fait, on était confronté à des soucis en interne de ressources, dans un premier temps, qui n'étaient pas suffisamment disponibles pour pouvoir gérer le quotidien d'un système informatique assez complexe dans le cadre d'une entreprise qui a 140 personnes, 22 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on avait des soucis réguliers dans la gestion des mises à jour, dans l'accompagnement des utilisateurs au quotidien pour résoudre un certain nombre de problèmes. Donc on s'est posé la question à un moment donné de savoir comment on pouvait apporter un meilleur service finalement à l'utilisateur final, que sont nos collaborateurs. Et donc on a franchi un premier pas en fait, qui était de travailler sur du contrat de maintenance entre guillemets un petit peu traditionnel, basique, c'est-à-dire qu'il y a une obligation de moyens de la part du prestataire, qui fait un monitoring, et puis quand il y a un problème, qui peut intervenir en fait pour résoudre le problème au moment où il intervient. Le souci, c'est que quand le problème se pose, c'est un peu tard. Les utilisateurs peuvent se trouver impactés par ces dysfonctionnements. Donc nous, ce qui nous intéressait, c'est d'offrir un taux de service en fait du système d'information auprès des utilisateurs, que sont nos collaborateurs, qui soit proche de 100%, d'éviter d'avoir, comme on l'a connu par le passé, des problèmes de mise à jour qui paraissent assez basiques, qui bloquent parfois le redémarrage d'un serveur et qui font que le matin, quand les gens arrivent, l'informatique ne marche plus. Voilà ce qui nous a amené, nous, à nous poser la question d'aller vers les services managés. Je vois qu'on vous dit presque 100%, Vincent Puyot qui souriait à côté. Est-ce qu'on n'arrive jamais à atteindre les 100%? Oui, les 100%, c'est évidemment possible, mais on peut arriver aux 90-99, quoi. Voilà. Et donc, en ce qui me concerne, donc, pour le Palais des Congrès de Saint-Jean-de-Mont, moi, j'ai pas vraiment eu le choix parce que je suis arrivé là-bas il y a 3 ans et le système informatique était déjà externalisé. L'expérience est différente, c'est que quand je suis arrivé, ça ne fonctionnait pas. Donc, on avait une prestation qui ne donnait pas satisfaction, des utilisateurs qui étaient désabusés. La solution n'était pas du tout efficiente en fait, donc il a fallu se poser des questions. Moi, j'arrive d'un univers bancaire avant, donc j'ai travaillé 8 ans dans la banque, donc sur des systèmes externalisés, Citrix, etc. Donc j'étais déjà convaincu de ce genre de solution. Et j'aurais pu éventuellement, à la fin du contrat, me poser la question du backsourcing, c'est-à-dire, on rapatrie les serveurs, on fait comme avant, à l'ancienne, etc. Mais étant convaincu que c'est une solution qui pouvait être efficace pour nous, j'ai préféré donc refaire des appels, un appel d'offres en fait, et puis voir des propositions commerciales de différentes structures. Et c'est là que donc, j'ai rencontré Envolis qui nous a accompagnés donc, pour remettre en place un nouveau système externalisé. Donc, et aujourd'hui, voilà, on en est satisfait. On parlera justement des résultats et de la satisfaction de la manière dont ça se déroule. Justement, on parle d'Envolis. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu concrètement ce que Envolis fait et propose justement à ses clients quand ils les interviennent, qu'ils cherchent justement de l'externalisation? Oui, donc effectivement, comme le soulignait Jacques, un prestataire informatique comme Envolis, sur l'externalisation, ça va être l'hébergement d'infrastructures, l'intégration d'infrastructures et les services managés sur le parc utilisateur et sur les infrastructures, majoritairement. Sur l'offre d'Envolis, je peux développer un petit peu. Effectivement, nous, ce qu'on essaie de mettre en œuvre, ce sont des leviers pour qu'effectivement tout se passe dans les meilleurs délais et de manière cohérente. On met en place des pratiques utiles. Donc, en fait, ce sont des bonnes pratiques pour obtenir de la performance. Donc ça, c'est quelque chose de primordial puisque ça génère de la disponibilité et un haut niveau de service. Chez Envolis, vous avez aussi accès à un guichet unique que vous avez peut-être, vous, expérimenté. Alors, c'est un peu comme le 15, le guichet unique. C'est un peu comme un service d'urgence. Vous allez pouvoir effectivement contacter Envolis via différents leviers. Et également parce qu'on est en proximité physique, on va pouvoir réagir très très vite. On est vraiment très proactif. À titre d'exemple, chez Envolis, il y a 100% des incidents de priorité urgente qui ont un niveau de réponse effectif dans la journée. Voilà, donc ça, c'est quelque chose de prépondérant. La réactivité, c'est une des qualités justement qu'on recherche quand on va externaliser la réactivité de... Alors, la réactivité, mais surtout proactivité. Donc, je pense qu'il faut effectivement s'être outillé, avoir mis en place des processus, être en capacité de donner des indicateurs de pilotage efficients. Et c'est ce qui va permettre effectivement d'être proactif et d'être efficient dans la réponse apportée aux clients. Donc on rappelle, proactivité, c'est la réactivité et l'action derrière, voilà, les deux associés, pas juste réagir et analyser le résultat. Vous vouliez rajouter voire même anticiper. Voilà. C'est l'anticipation et la proposition par le prestataire de solutions. Voilà. La proactivité, c'est ça aussi.
Vous avez parlé de guichet unique. Concrètement, vous y avez vu un intérêt justement pour votre entreprise, Frédéric Cadalin? Le gros intérêt, c'est qu'en effet, sur le papier, c'est facile de dire qu'on est réactif. Dans les faits, il faut l'être. Et nous, l'expérience qu'on a vécue par le passé n'était pas satisfaisante. Et là, pour le coup, avec Envolis, depuis plus d'1 an et demi, c'est vrai qu'on a un problème. Alors, soit on passe par une voie Internet, donc il y a un portail, en effet, qui permet de déclarer l'ensemble des incidents et en plus d'avoir un niveau de réactivité qui est contractualisé, en fonction de la typologie du problème, du serveur qui est touché, on peut exiger dans le contrat une réactivité plus ou moins importante. Donc ça, c'est important pour éviter, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, de pénaliser les utilisateurs. Tout le monde, quasiment dans l'entreprise, est équipé d'un PC. Donc un serveur qui tombe, potentiellement, c'est 20, 30 personnes qui ne peuvent plus travailler. Donc c'est vraiment important que le prestataire agisse très rapidement. Vous avez parlé d'anticipation. Justement, vous avez réagi tout de suite en disant il faut être capable aussi d'anticiper. Comment, justement, on peut anticiper? Parce qu'on voit très bien le côté réaction, on voit justement le côté action derrière qui peut suivre. Mais comment anticiper, justement, sur les besoins qui peuvent arriver? Anticiper, c'est faire par exemple simplement un comité de pilotage avec le prestataire, bien définir le besoin et que le prestataire soit en mesure parfois de nous dire attendez, là, si on va comme ça, vous vous plantez, moi je vous propose ça. Voilà. C'est pour ça que je suis revenu sur le thème proactif tout à l'heure, qui est un terme très à la mode et très utilisé, mais il faut savoir le définir correctement. Voilà. Et ça a été le cas. Donc nous, sur la SEM Saint-Jean Activité au Palais des Congrès, c'est vrai qu'on avait un système qui ne fonctionnait pas, et on avait peut-être moi aussi de mon côté, pas forcément les bonnes idées pour repartir, essayer justement de ne pas refaire ces erreurs. Et voilà, le prestataire était proactif aussi sur ces sujets-là. Vous vouliez rajouter, Frédéric? Oui, un petit commentaire en fait. Alors nous, on a eu l'opportunité de pouvoir travailler avec Envolis après avoir remis à plat toute l'infrastructure ici. C'est-à-dire que le socle du système d'information en fait était sain, et c'est quand même un préalable important pour pouvoir avoir derrière les résultats qu'on peut attendre. Donc nous, c'était une opportunité. Alors il se trouve que parmi certains prestataires, Envolis avait été retenu pour pouvoir mettre en place cette infrastructure, donc ça rendait plus facile pour eux la prise en main de ce système. Mais pour autant, en fait, c'est quand même une base importante. Je pense qu'il faut absolument passer par un état des lieux, c'est-à-dire qu'il faut exprimer son besoin, ses attentes en termes de priorité sur en effet la réactivité pour remettre en service un serveur qui serait défaillant. Mais il faut également que le prestataire s'implique dans l'état des lieux, si c'était un état des lieux existant, pour pouvoir identifier des points éventuellement de faiblesse sur l'infrastructure, qui peut être un point de non-réponse, éventuellement une attente qu'on peut avoir nous en termes de résultats. C'est là, vous, Jacques Foucault, vous intervenez en tant qu'expert justement et consultant, où vous êtes capable d'analyser, de voir les besoins d'une entreprise. Voilà, en fait, il ne faut surtout pas sous-estimer le temps qu'il faut passer pour définir son besoin et ensuite comprendre l'offre du prestataire, parce que vous arrivez avec votre propre langage, le prestataire a son langage, et vous n'aurez pas forcément du 1 pour 1 sur le besoin que vous avez exprimé. Donc, prendre le temps. Dès lors que vous retirez quelque chose de votre système, vous vous rendez vite compte qu'il y a des ficelles derrière qui font que c'est branché sur d'autres parties de votre système. Donc, voilà, ce temps-là n'est pas à sous-estimer. Donc, le temps de la discussion, je sais pas, c'est peut-être 3 mois, quoi. Faut vraiment mettre du temps dessus, même si on est pressé, parce que si vous prenez pas le temps, puis ensuite quand vous mettez le dispositif en place, il y a des dysfonctionnements et ça devient très compliqué de revenir en arrière ou de rajouter des choses, surtout si le contrat a été négocié, parce que là vous retournez voir votre direction en disant bah non, on avait oublié quelque chose, donc ça coûte un peu plus cher, et c'est pas des situations forcément agréables. Oui, vous le précisez bien, parce qu'en effet, il y a près de 40% des projets d'externalisation qui se soldent par un échec parce qu'ils ne sont pas bien préparés. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Alors, je dirais que ce taux a tendance à baisser parce que ça, c'était un chiffre d'il y a quelques années, parce qu'en fait, il y a quelques années, quand ce marché est né, toutes les sociétés de services se sont dit on va s'engouffrer là-dedans parce qu'il y a des affaires à faire, quoi. Donc, ils se sont engouffrés là-dedans sans avoir vraiment les bonnes pratiques de l'industrie. Donc, il y a eu ces coups d'essai qui n'ont pas forcément été très bons. Mais aujourd'hui, on a un marché qui est très mature, avec vraiment des industriels de l'externalisation et de l'infogérance. Concrètement, quand on fait le choix de l'externalisation, c'est quoi peut-être les points clés les plus importants à ne pas, auxquels il faut faire attention, en fait? Eh bien, il y en a de nombreux. Peut-être le premier, parce que c'est un sujet d'actualité.
c'est la géolocalisation des données, parce que avec le règlement européen, voilà, dès lors que les données quittent le territoire européen, on ne répond plus à l'exigence du règlement. Donc savoir où se trouvent les données, ça c'est peut-être la première chose. La deuxième chose, c'est s'assurer qu'on a bien, pour piloter la qualité de service, défini des indicateurs compréhensible des uns et des autres. Par exemple, si l'indicateur c'est 99% de taux de disponibilité, je peux vous dire que ça peut discuter sérieux sur les 99%. Par contre, dire c'est pas plus de 2 heures de temps d'arrêt dans le mois, là c'est beaucoup plus facilement contrôlable. Et peut-être le troisième point, c'est cette cellule de pilotage, parce que les deux entreprises bougent. Alors déjà, l'entreprise cliente, elle évolue, donc il faut avoir un espèce de terrain d'échange où on peut prendre en compte les propositions, les suggestions, les attentes des uns et des autres, et ensuite faire évoluer le contrat. Justement, quand vous parlez des entreprises qui bougent, qui évoluent, dans ces cas-là, vous, chez Envolis, vous devez aussi évoluer, vous adapter, réagir en fonction des évolutions des entreprises avec lesquelles vous travaillez. Oui, effectivement. Alors nous, chez Envolis, on est en veille permanente sur les usages et les nouvelles technologies. Alors vous allez me dire, c'est un impondérable, ça j'en prends bien note. Mais chez Envolis, ce qui caractérise Envolis, c'est qu'on a des vrais technophiles. Les experts, les ingénieurs experts sont passionnés par ce qu'ils font et on est en veille permanente. Donc là, tout récemment, on a proposé une solution à nos clients qui est Accès Sécurité, parce qu'effectivement, le nerf de la guerre en ce moment, c'est la sécurité, qui a pour vocation la maîtrise du contrôle des données sensibles. Donc c'est une solution d'un pure player américain qui s'appelle Netvrix, pour ne pas le nommer. Mais voilà, notre objectif, il est vraiment de proposer des solutions qui répondent aux usages et aux enjeux stratégiques des entreprises et pas seulement en fait de répondre aux enjeux des éditeurs qui sont derrière tout type d'entreprise, tout type de prestataire, puisqu'effectivement, on est accompagné par de grands faiseurs, de pure players, mais il faut effectivement savoir avant tout coller aux besoins du client et pas à l'exigence de l'éditeur. Juste pour faire un petit rappel, quand on dit pure player, on entend quoi exactement? Parce que tout le monde ne connaît pas forcément ce terme. Alors, un pure player, c'est un éditeur de solutions qui va être spécialisé et focusé sur une solution précise et qui va alors peut-être pas dominer le marché, mais en tout cas qui aura une renommée très importante et qui fera de sa solution un enjeu majeur pour de nombreuses entreprises. Une solution dans un secteur clé très précis. Absolument. Dans les termes qu'on a abordés, on a parlé notamment de maintenance et de services managés. Alors, si je ne me trompe pas, c'est vous, Frédéric Alain, vous pouvez un petit peu nous expliquer la différence entre les deux et le choix qui a été fait justement pour le groupe Huguet. Oui, alors ça remet un petit peu sur ce que j'évoquais rapidement tout à l'heure. En effet, nous, dans une première expérience, pour soulager un petit peu la charge de travail de l'administrateur, du responsable en tout cas de informatique de l'entreprise, on avait fait un contrat de maintenance que j'ai appelé un petit peu traditionnel, c'est-à-dire que c'était de la part du prestataire une obligation de moyens. Donc quand on appelait, il intervenait, il réglait le problème du mieux qu'il pouvait, mais c'était pas franchement satisfaisant, parce qu'une fois quand le problème est là, c'est trop tard. Donc nous, ce qui nous intéressait, c'était d'avoir quelqu'un qui soit proactif, et donc pour ça, en effet, il faut monitorer, il faut avoir des échanges assez réguliers aussi avec le responsable informatique interne à l'entreprise. Moi, je considère comme étant quand même stratégique. Aujourd'hui, les données informatiques sont stratégiques pour toute entreprise, et c'est quand même important de garder la main sur ces données, sur son infrastructure, et de comprendre ce qui se passe. Donc on voulait qu'il y ait des échanges comme ça entre le prestataire et notre responsable informatique, et ça, on l'avait pas. On l'avait pas, et le résultat, en termes je parlais de taux de disponibilité, n'était pas satisfaisant non plus. Et donc c'est à ce moment-là, quand on a évoqué donc la nécessité de remettre à plat notre système d'information et donc l'infrastructure du système d'information, que dans un deuxième temps, après avoir changé les serveurs et s'être mis en conformité par rapport à ce qu'on attendait, c'était de se projeter sur comment on peut être accompagné pour avoir ce résultat-là et soulager notre informatique qui était très accaparée par un quotidien et qu'on avait du mal à soulager pour pouvoir travailler sur des tâches avec plus de valeur ajoutée au sein de l'entreprise, sur des projets SI plus stratégiques en fait. Donc c'est ça qui nous a amené à évoluer d'un contrat de maintenance que moi j'appelle traditionnel, donc obligation de moyens, voilà, quelque chose qui n'est pas assez proactif, sur lequel on a peu de reporting, dans l'expérience qu'on en a eu en tout cas, avec un contrat de service managé aujourd'hui où là l'information est gérée par Envolis et à bon escient en fait il nous informe, disant là il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Et il y a l'interaction, alors je ne vais pas dire quotidienne mais presque en tout cas, mais avec parcimonie sur les points d'échange importants entre Envolis et notre informatique qui lui quand même voit ce qui se passe, mais c'est pas lui forcément d'intervenir, il est Envolis derrière pour traiter la plupart des problèmes. Donc on a bien compris, c'est d'où le fait de devoir bien préparer avant et voir avec qui on va travailler sur le terrain. Pour le coup, alors
la SEML. Le Palais des Congrès, Saint-Jean-de-Mont. Le Palais des Congrès, on va faire plus simple, voilà, de Saint-Jean-de-Mont. Concrètement, vous aussi, c'est le principe de service manager qui est déployé? Oui, alors effectivement, et à peu près pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à ce service manager, on a beaucoup moins de temps à passer sur on va mettre à jour les serveurs, on va résoudre les pannes, ou on appelle un prestataire pour qu'il vienne dépanner le serveur en salle climatisée. Maintenant, le temps que l'informatique passe ne passe pas sur ces problèmes-là, il le passe sur des projets, sur la gestion de l'outil, sur accompagner l'utilisateur pour lui faciliter le travail, et on est beaucoup plus serein. En fait, Absolument. vous libérez, grâce à ce système, vous libérez du temps pour une personne qui était consacrée pour le cœur de métier qui plus justement dérive vers le système d'information plus que le système informatique, en fait, parce que l'informatique infra, on est tranquille, elle est gérée en data center et puis elle est suivie, sécurisée, et on risque pas d'avoir trop de soucis en interne. Vous voulez rajouter, Frédéric? Juste un dernier point qui est quand même important, ce sont l'informatique qui est complexe aujourd'hui. Ça fait appel à tout un tas d'éditeurs, de solutions matérielles qui sont très complexes, qui évoluent très vite. Et la difficulté en plus de gérer ça en interne, c'est qu'on ne peut pas avoir quelqu'un, en tout cas dans des structures comme les nôtres, qui soit omniscient sur l'informatique, hein, et qui soit réactif pour résoudre les problèmes dans les meilleurs délais, parce qu'il n'a pas forcément toutes les connaissances requises quand le problème se pose. Et le fait de s'appuyer sur un prestataire qui a ses compétences, puisqu'il a la force de frappe pour ça, la capacité à se maintenir à jour en termes de compétences sur les différents systèmes qu'il maintient pour ses clients, c'est aussi quelque chose de très très important. Je vous voyais acquiescer, Jacques Foucault. Oui, en fait, justement, je voulais compléter en disant que, donc, pour rebondir sur ce que vous disiez, il y a effectivement un des objectifs, c'est libérer des ressources internes pour les mettre sur des projets. Il y a quelqu'un qui passe du temps à faire une mise à jour logicielle, ça a beaucoup moins de valeur pour l'entreprise que si vous le positionnez sur un projet de transformation numérique, puisqu'on est à la loco numérique. Hein. Donc voilà, il faut des gens pour piloter ces projets-là. Et ça, c'est beaucoup plus utile pour l'entreprise et pour son avenir que faire la mise à jour au Microsoft ou je ne sais quoi. Hein. Vous avez donc fait ce choix de l'externalisation pour le groupe Huguet comme pour le Palais des Congrès. Les résultats donc sont positifs pour vous aujourd'hui? Oui, effectivement, oui, très positif. Il a fallu, malgré tout, de mon côté, réhabituer les utilisateurs à utiliser les systèmes distants, les bureaux distants, etc. Parce qu'ils étaient un petit peu dépités compte tenu de la non-efficience de l'ancien système. Et voilà, donc il y a eu un gros travail de réhabituation, de dire si, ça peut marcher, ayez confiance en nous, les informaticiens, et on repart sur une solution hébergée. Et aujourd'hui, oui, il y a de la sérénité, clairement. Clairement, on passe plus de temps à accompagner, comme je disais tout à l'heure, les utilisateurs sur des projets, sur de la facilitation, que passer du temps à faire des mises à jour, à résoudre des problèmes techniques, quoi. Clairement. Quand on voit donc cette réaction, on se dit donc positif. La question va être pourquoi justement certaines entreprises sont toujours réticentes à passer à l'externalisation? Je pense principalement à la peur de perdre ses données, la peur de confier ses ressources, son trésor en quelque sorte, à des étrangers. Voilà, d'une part. Et puis se dire qu'on va se sentir prisonnier peut-être d'un externe, d'un prestataire, de quelqu'un qu'on ne connaît pas, dont on ne sait pas s'il nous veut du bien ou pas, ou s'il veut juste notre argent pour avoir nos données. Et puis voilà, tout simplement. Déjà, premier point. Frédéric Adelin. Oui, juste pour compléter, en effet, déjà pour resituer, Jacques l'a rapidement dit tout à l'heure, l'externalisation, ça ne veut pas dire qu'on met forcément tous ces serveurs et toutes ces données à l'extérieur de l'entreprise. Nous, on a fait le choix de garder toutes nos données à l'intérieur de l'entreprise. Par contre, l'ensemble de l'infrastructure est géré à distance par des outils de monitoring, par Envolis. Donc ça, c'est un choix stratégique qu'on peut faire. Nous, on le fait, voilà, parce que c'est propre à notre organisation, le choix stratégique. Donc ça ne veut pas dire perdre la main forcément sur ces données, d'une part. D'autre part, le point très important que j'évoquais tout à l'heure, c'est pour moi, stratégiquement, il faut aussi avoir un interlocuteur en interne qui soit capable techniquement de comprendre ce qui se passe. En effet, donner la clé du camion, entre guillemets, sur la partie système d'information à un prestataire extérieur dont on ferait une confiance aveugle, c'est vrai que c'est un risque de dépendance, peut-être d'erreur de choix aussi, à un moment donné, dans les solutions qui sont proposées. Et en tout cas, chez nous, c'est comme ça que ça a fonctionné et c'est très satisfaisant. C'est qu'il y a de vrais échanges techniques organisationnels entre Envolis, la direction du Huguet et notre réseau informatique pour faire les bons choix. Hein, et c'est une discussion. Et ce qui est intéressant dans ces managers également, c'est qu'on a du reporting régulier.
sur la tenue des engagements. Alors ça, nous, sur les engagements forts, on le sait. Quand ça ne marche pas, puis les utilisateurs sont en panne, on le sait tout de suite. Donc nous, on est très satisfait de constater que depuis 1 an et demi, on n'a plus du tout les problèmes qu'on a connus pour le passé. On n'a pas eu un utilisateur qui était bloqué pendant une demi-journée, comme ça se produisait parfois, pour des choses qui semblent assez élémentaires quand on voit ça en étant non spécialiste, mais qui, dans les faits, sont arrivées plusieurs fois. Donc ça, c'est une première chose. Et l'autre point, c'est que lors de ces reportings, donc, on voit un petit peu les évolutions en termes de consommation de ressources également. Donc ça permet d'anticiper sur les tendances et de se dire, attention, dans 6 mois, dans 1 an, vu l'évolution de vos données, il faudra peut-être augmenter l'espace disque, il faudra peut-être rajouter la mémoire, etc., etc. Donc ça permet de se projeter et puis de se préparer à de futures évolutions. Vous voulez rajouter, Vincent Peugeot ? J'abonde en fait. Je voulais juste. On a souvent l'impression, en fait, qu'en gardant nos serveurs chez nous, on va être plus flexible. En fait, non, c'est l'inverse. Je pense qu'on a beaucoup plus de flexibilité en hébergeant ces solutions qu'en les gardant chez nous, où ça va être beaucoup plus compliqué de faire évoluer le système d'information on-premise, comme on dit, que lorsqu'il est hébergé, en fait, où voilà, on contacte le prestataire, on dit voilà, moi je veux plus d'espace disque, je veux un nouveau serveur, une nouvelle VM, etc. Je pense que c'est plus souple, voilà, en système hébergé, contrairement à l'idée reçue qu'on peut avoir. Justement, avec Envolis, donc, et c'est intéressant ce qui est dit, c'est que certains gardent leurs données et vous les gérez à distance. Pour le coup, Envolis n'est pas forcément un data center, comme on pourrait l'imaginer, qui va tout stocker, tout gérer avec sa propre infrastructure, mais qui va être aussi un service simplement aussi de gestion et d'accompagnement. Non, absolument pas. Comme le soulignaient Frédéric et Vincent, nous, on a différents leviers, donc l'intégration d'infrastructures, l'intégration d'hébergement, les services managés par utilisateur et infrastructure. Et on n'est pas effectivement sur ce volet-là. Peut-être que tu voudrais compléter, Jacques. Oui, effectivement. Donc il y a 2 possibilités. Soit les données restent dans l'entreprise, soit les données font dans le data center. Voilà, on a les 2 cas de figure. Vos données sont dans le data center. Les 2, voilà. Enfin, tout est possible. Tout est possible. Et effectivement, ce qui peut freiner certaines entreprises, parce que donc là, le sujet que l'on couvre, c'est par rapport aux PME, aux TPE. Mais ceux qui externalisent le moins, ce sont les grandes entreprises du CAC 40, parce qu'elles estiment que la confidentialité de leurs données est stratégique et elles se méfient de toutes ces entreprises. Et même parfois, elles ne sont pas autorisées à le faire, parce que BAL 2 ou BAL 3 dans le domaine de la banque ou Solvency dans le domaine de l'assurance et autres, la réglementation fait que vous n'êtes pas autorisé à le faire. D'une manière générale, pour la donnée à caractère personnel, aujourd'hui, vous pouvez externaliser vos données, dès lors que ces données sont dans un data center européen, c'est-à-dire peut-être à La Roche-sur-Yon, à Nantes, et bien sûr dans d'autres pays. On a parlé donc des réticences de certaines entreprises à externaliser. J'imagine qu'avec Envolis, vous en rencontrez. Comment justement est-ce que vous arrivez à leur démontrer, leur expliquer qu'il y a un réel intérêt pour le coup à l'externalisation pour une partie de leurs services ? Alors, comme on le disait en début de conférence, il y a le fait qu'on respecte les pratiques utiles. Donc ça, c'est un élément prépondérant pour s'affranchir des difficultés et mettre en œuvre en fait, des bonnes pratiques. Il y a ce guichet unique dont on parlait. Il y a cette veille permanente dont on parlait également. Et ce qui me semble prépondérant, c'est l'honnêteté et la transparence dans la relation. Alors, vous en avez brièvement parlé, mais ça, c'est vraiment un impondérable. Aujourd'hui, on n'est pas tributaire, effectivement, des solutions des éditeurs. On est vraiment en corrélation avec les enjeux métiers. Et cette honnêteté, cette transparence dans la relation, elle est prépondérante. On est plus dans une relation de partenariat que dans une relation client-prestataire. Pour moi, ça me paraît vraiment indispensable. C'est vrai qu'après, comme dans toute relation, la relation humaine est importante, donc il y a une confiance qui s'installe. Et elle est renforcée aussi par un aspect contractuel qui est très très important, c'est qu'il y a une obligation de résultat. Donc il y a des engagements financiers imputable à Envolis. S'ils ne respectent pas ce sur quoi on s'est mutuellement engagé. Donc ça a un coût, ça c'est lié aux exigences du client et à la capacité Envolis ou pas à répondre à ce besoin, mais ils s'engagent contractuellement. Nous on a défini avec eux que si sur des serveurs critiques dont dépendent 20-30 utilisateurs derrière, il y a des arrêts de plus de 4 heures, il y a un coût après derrière, au fur et à mesure, qui mettent du temps à résoudre le problème. 4 heures, quand on dit 4 heures, c'est pour résoudre le problème, c'est pas pour intervenir. Ils doivent, sur certains engagements, résoudre le problème en moins de 4 heures. Voilà. Et donc ça c'est essentiel parce que la confiance en effet c'est important dans la relation, mais dans les faits il faut qu'il y ait quand même un cadre qui engage derrière, et ça c'est très important. Oui, Olivia, oui. Juste souligner que ça nécessite effectivement dans ce cas qu'un prestataire ait eu la capacité en fait de s'outiller
et d'avoir automatisé ces processus. Donc ça, en fait, c'est aussi un impondérable. Tout bon prestataire doit avoir mis en place des outils. Alors nous, à titre d'exemple, chez Envolis, on a mis un outil web de gestion de la documentation. On a mis en place également un outil pour automatiser les tâches d'administration de nos clients. Sans ces composantes-là, je pense qu'il est effectivement complexe aujourd'hui de répondre à des enjeux de service managé forts avec des exigences fortes et d'être en cohérence avec les besoins de nos clients. Juste pour compléter, en effet, à travers ces outils, ce qui est intéressant, c'est que la restitution qui nous est faite, donc on fait des copies, on en a 2 par an, on a des tableaux de bord qui sont, je ne suis pas informaticien du tout, je connais par expérience un peu l'informatique, mais c'est relativement lisible, je dirais, pour un non-spécialiste, on arrive très bien à comprendre où sont les enjeux de l'évolution de SI ou des problèmes qu'éventuellement on aurait pu rencontrer. Je vous voyais vouloir réagir, Jacques Foucault. Oui, en fait, je parlais de la confiance. En fait, effectivement, il faut établir la confiance, mais si vous regardez la définition du mot confiance dans le dictionnaire de la langue philosophique, ce qu'il est écrit, c'est que la confiance est un présupposé de loyauté dans la relation. Donc, c'est pas parce que le prestataire vous dit qu'il est loyal qu'il faut le croire, ça je vous le dis. Il faut le rencontrer, il faut aller visiter le data center, il faut rencontrer les équipes, il faut vérifier si le 15, il y a bien quelqu'un qui est derrière le téléphone. Si pour les services managés, il y avait une tour de contrôle avec des écrans où on voit bien qu'on surveille l'occupation mémoire, le temps CPI. Donc il faut créer ce climat de confiance avant la signature. Et une fois que la signature est faite, il faut avoir ce dispositif qu'on appelle comité de suivi ou comité de pilotage pour en permanence échanger sur la qualité du service rendu, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et ne pas s'éloigner de son prestataire, parce que si vous faites pas ça, voilà, au bout d'1 an ou 2 ans, vous êtes mécontent, et puis il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus rien, ça devient extrêmement compliqué de redresser la barre, et souvent ça se termine par un voilà, au revoir, on ne peut pas travailler avec vous, on va travailler avec un autre. C'est l'avantage d'avoir justement un prestataire qui est aussi proche, de pouvoir aller voir, visiter, découvrir comment ça se passe. J'imagine que c'est ce qui a été fait du côté donc, du groupe Huguet comme du Palais des Congrès de Saint-Jean-de-Mont. En effet, juste pour rebondir rapidement sur ce que disait Jacques, en effet, se rencontrer c'est important. On le fait forcément dans la phase de négociation et mise en place du contrat. Mais en effet, après, c'est très important. On a eu le cas concret, puisque notre service informatique, comme je disais, échange assez régulièrement avec les équipes d'Envolis sur certaines problématiques. Et à un moment donné, on s'est retrouvé à se marcher un petit peu sur les pieds, parce que pour des questions de production opérationnelle, le responsable informatique, il devait à un moment donné faire une mise à jour sur un serveur, sur un applicatif métier, redémarrer un serveur, et Envolis avait planifié entre midi et 2 aussi des mises à jour des interventions. Et donc on s'est retrouvé sur des zones un petit peu de superposition d'interventions qui ont pu créer quelques petites difficultés pour synchroniser tout ça. Et donc on fait ce qu'on a fait. François Leroy, donc l'un des dirigeants d'Envolis, a proposé à ce que notre responsable informatique aille voir Envolis, rencontre les équipes qui s'expliquent sur leurs problématiques réciproques, et ça a permis d'aplanir les quelques petites difficultés qu'il y avait eu lors des premiers mois de mise en route, pour que chacun puisse informer l'autre de façon assez simple du moment où il doit intervenir, de telle façon à ce qu'on n'ait pas ces superpositions d'intervention qui peuvent parfois amener des désagréments. Je vous voyais accesser, Vincent Puyot. Oui, c'est marrant parce que ce genre d'événement est arrivé aussi chez nous, et c'est vrai que c'est l'avantage donc avec Envolis d'avoir un service de proximité, un service accessible où voilà, effectivement, quand on rencontre ce genre de problème, on dit on va faire un petit comité de pilotage, on va se rencontrer, s'expliquer et faire en sorte que voilà, on se marche pas les uns sur les autres et qu'on puisse travailler ensemble intelligemment, effectivement. Avant de passer aux questions, puisqu'on arrive déjà à la fin de cette table ronde, qu'est-ce qu'en conclusion, on peut retenir justement de l'externalisation ? Olivia, oui, écoutez, moi je dirais que l'externalisation, c'est un atout redoutable pour tout type de structure, parce que ça va apporter de l'agilité, de la flexibilité, de la disponibilité et de la sécurité. Donc, je pense qu'il n'y a pas de frein à se lancer sur l'externalisation. Il y a juste un choix amont et une bonne étude à faire au préalable, comme l'expliquait Jacques, comme le notifiaient Frédéric et Vincent. Et puis, il faut effectivement s'assurer que le prestataire que vous allez choisir, il ait automatisé ses processus. Ils sont en capacité de vous fournir des indicateurs de pilotage fiables pour vous permettre en fait d'avoir de la performance. Et puis, je dirais aussi qu'il doit surtout être agile. C'est-à-dire qu'il doit effectivement avoir outiller ces processus, mais il doit être agile pour pouvoir répondre aux enjeux de ses clients. Donc c'est vraiment cette double notion d'automatisation, de veille, qui permettra effectivement d'avoir quelque chose d'efficient. Jacques, vous voulez réagir ? Un dernier mot ?
Peut-être expliquer donc l'externalisation doit se faire dans la confiance, et pour créer la confiance, je vous recommande un guide que vous pourrez télécharger sur le site de l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui s'appelle Guide d'externalisation, et qui vous dira tout ce qu'il faut faire pour que ça se passe bien et éviter des problèmes durant la durée du contrat. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup déjà de nous avoir présenté, expliqué un petit peu ce principe de l'externalisation. Merci beaucoup à tous les quatre.